Le sujet de vidéo d'aujourd'hui serait la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. Maintenant, c'est un sujet très large, mais je pense que je peux le subdiviser pour vous en un algorithme qui vous permet de voir comment n'importe quelle complication cardiaque ou n'importe quel problème cardiaque pourrait mener vers l'insuffisance cardiaque à travers l'un des multiples mécanismes qu'on va décrire tout de suite. Ce qu'on va faire au début, c'est de voir quelques variables et équations importantes en physiologie cardiaque et puis vous montrer comment ces équations vont mal pour conduire à l'insuffisance cardiaque. Donc la première chose qu'on devrait en parler est le débit du cœur, et le débit du cœur est égal à la fréquence cardiaque multipliée par le volume systolique. Maintenant, si vous vous êtes perdu déjà, c'est normal, nous allons définir ça pour vous en termes réellement simples. Donc la fréquence cardiaque est le nombre de fois que le cœur bat par minute et le volume systolique est la quantité de sang en millilitres que votre cœur pompe par battement. Donc quand vous faites le calcul, cela s'annule et l'unité pour le débit cardiaque est millilitres par minute. Et donc le débit cardiaque est combien de sang votre cœur pompe en millilitres par minute. Maintenant, tout ce que nous devons faire est de déterminer à quelle vitesse votre cœur bat et combien de sang votre cœur pompe en chaque battement. Ok? Donc, nous allons réécrire l'équation ici. Débit cardiaque égale fréquence cardiaque fois volume systolique. Et on va parler de ce qui s'y passe pour chacun de ces variables. La fréquence cardiaque est très facile. Dans l'oreillette droite du cœur, il y a un groupe de cellules spécialisées qu'on appelle les cellules du sinus atrionodal. Et donc, vous avez un nœud ici, connu sous le nom du sinus atrionodal ou le sinus nodal, et il détermine à quelle vitesse votre cœur bat. Maintenant, il y a une commande interne du système sympathique qui va augmenter la fréquence cardiaque, et aussi de la part du système parasympathique qui va diminuer la fréquence cardiaque. Donc, ceci va moduler le sinus atrionodal et permettrait au battement du cœur de s'accélérer ou de se ralentir. Maintenant, le volume systolique n'est pas aussi simple et il est en réalité composé de trois choses différentes qui vont déterminer combien de sang vous allez pomper avec chaque battement. Donc la première chose que nous allons en parler est la post-charge. Je vais définir ces termes dans un instant. La deuxième chose est la contractilité et la dernière est connue par la précharge. Et vous voyez ça aussi sous le nom de volume télédiastolique ou VTD. Donc voyons ce que signifie chacun de ces termes. Il est important de noter avant d'expliquer que ces termes peuvent s'appliquer dans les deux côtés, droit et gauche, mais plus communément, quand les gens parlent de ces termes, ils décrivent le côté gauche car c'est le côté qui génère votre pression artérielle. Donc la post-charge est la pression que le ventricule gauche ici devrait pomper une autre fois, et donc c'est la pression ici dans l'aorte qui se pose essentiellement à l'arrivée du sang du ventricule gauche. Donc la pression dans cette chambre devrait surpasser celle ici afin d'éjecter le sang proprement. Maintenant, la contractilité. La contractilité, c'est l'activité ou la force avec laquelle le ventricule gauche se contracte, et la mesure de la contractilité est indépendante de la post-charge et de la précharge. Et enfin, la dernière variable est appelée la précharge. Et la précharge, c'est en réalité combien de sang est entré en remplissant le ventricule gauche, avant qu'il l'éjecte. Et la raison pour laquelle vous voyez le volume télédiastolique, ou VTD, c'est qu'à la fin de la diastole, tout le sang est arrivé de l'oreillette gauche et dans le ventricule gauche pour le remplir avant de l'éjecter. Et ceci, c'est la précharge, ou le volume télédiastolique du ventricule gauche. Donc j'espère que ces termes sont clairs. Et maintenant passons à comment ces trois variables, post-charge, contractilité et précharge, contribuent au volume systolique et au débit cardiaque total. Donc vous voyez ce que j'ai fait ici et que j'ai simplement listé les trois variables qu'on en parle. Et ce que je vais faire ici est d'ajouter une ligne qui sépare la précharge de la contractilité et de la post-charge. Et on va voir pourquoi dans un instant. Ceci, c'est parce qu'il cause des types différents d'insuffisance cardiaque. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les choses vont mal en cas d'augmentation de la post-charge? Exactement ce que vous pensez, le volume systolique va diminuer.
vous pompez contre une pression plus élevée, donc vous ne pouvez pas pomper assez suffisamment. Avec la contractilité, si vous avez une diminution dans la taille ou la force du muscle cardiaque et qu'il pompe, vous aurez une diminution du volume systolique. Et enfin, si vous avez une diminution de la précharge ou le volume télédiastolique, vous aurez une diminution du volume systolique. Si vous mettez moins, vous recevez moins. Et donc ça paraît aussi simple, la plupart des maladies cardiaques, si ne sont pas toutes, peuvent être en fait remontées à moduler l'un de ces facteurs. Donc nous allons parler des 3 maladies qui peuvent causer ces 3 choses, juste pour vous donner un petit contexte clinique sur comment ces maladies vont affecter la post-charge, la contractilité et la précharge. Donc la maladie de l'augmentation de la post-charge serait quelque chose comme l'hypertension artérielle chronique, et cette hypertension artérielle chronique signifie que vous avez une pression extrêmement élevée contre laquelle le cœur devrait se contracter. Et comme nous avons dit, ceci va conduire à une diminution du volume systolique. Maintenant, une diminution de la contractilité peut arriver avec quelque chose comme la maladie des artères coronaires ou l'ischémie chronique. L'ischémie signifie tout simplement le manque de flux sanguin. Donc si vous avez une maladie des artères coronaires, le corps n'est pas en train de recevoir assez d'oxygène et de sang dont il a besoin et il ne peut pas se contracter activement et alors vous aurez une diminution du volume systolique. Et enfin, une maladie qui peut donner une diminution de la précharge est un peu moins répandue que les deux autres que nous avons mentionnés, mais quelque chose comme la péricardite constrictive. Donc le péricarde, c'est le sac qui entoure le cœur. Et dans des situations comme l'infection ou une attaque cardiaque, vous pouvez avoir une inflammation chronique de ce sac qui entoure le cœur. Ce qui se passe, c'est qu'il devient très fibreux et cicatrisé et ne permet pas au cœur de s'étendre. Et donc, si le cœur ne peut pas s'étendre pour recevoir le volume qui le remplit, vous aurez une diminution de la précharge ou une diminution du volume télédiastolique et une diminution donc du volume systolique. Et donc la dernière chose que je veux vous présenter est quelque chose nommé la fraction d'éjection. Et la fraction d'éjection n'est plus que le volume systolique sur le volume télédiastolique. Et pour faciliter la tâche, ça signifie tout simplement combien de sang vous pompez en relation avec combien vous recevez. Et donc une fraction d'éjection normale est environ à 55%. Et la fraction d'éjection est aussi utilisée communément en clinique pour évaluer la fonction cardiaque. Et la raison pour laquelle je présente cette variable, c'est parce qu'on va voir ce qui se passe pour la fraction d'éjection quand ces 3 facteurs sont changés. Et donc si le volume systolique diminue par l'augmentation de la post-charge ou la diminution de la contractilité, la précharge ou le volume télédiastolique va soit ne pas changer ou va en fait augmenter parce que tant que vous ne pompez pas assez de sang avec chaque battement à cause de la diminution du volume systolique, un peu de ce sang est retenu. Et ce volume peut en fait augmenter. Mais le but c'est que la fraction d'éjection, parce que le volume systolique va diminuer et le volume télédiastolique va augmenter, la fraction d'éjection serait diminuée. Et un autre terme pour l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection diminuée, c'est l'insuffisance cardiaque systolique. Et la diminution de la contractilité et ou l'augmentation de la post-charge peut causer une insuffisance cardiaque systolique. Maintenant, si nous allons vers le côté de la précharge, la fraction d'éjection ici serait différente et donc vous aurez une diminution du volume systolique, mais vous avez aussi une diminution de la précharge ou le volume télédiastolique. Et donc si ces deux diminuent de la même quantité, vous n'aurez en fait aucun changement dans la fraction d'éjection. Et ça est appelé une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou une insuffisance cardiaque diastolique. Donc j'espère qu'en regardant ça, même s'il y a beaucoup de variables et beaucoup d'équations, que j'ai pu simplifier ça pour vous afin que vous pouvez voir une maladie comme l'hypertension artérielle qui est assez répandue ou quelque chose comme la maladie des artères coronaires et voir comment ceci affecte les différentes variables qui déterminent le débit cardiaque.